Merci Christo. Je suis allé dans comment on va? Ça va? Ok. La forme? On est là. On se maintient. C'est le nord chez toi, hein? Ah. Je crois que c'est partout pareil en France là. En France là. Ah, et Kai, il a dur. Ah, je viens de voir. Ok. Parce que ta carrière elle m'intéresse. Ok. La manière dont t'as gravé les échelons dans le rap, ça me parle beaucoup. Ok. Beaucoup de classiques. Beaucoup de morceaux qui ont tourné dans le rap. Beaucoup de morceaux même qui ont suscité pas mal de polémiques parce qu'il y a eu pas mal de punchlines, pas mal de phrases, tu vois. Moi je trouve un peu dommage que moi je suis obligé de venir faire le travail de certains médias qui sont payés pour le faire et qui justement eux devraient œuvrer pour justement faire en sorte que le hip-hop se développe deux fois plus. C'est sûr, ouais. Bah après je pense que on en a parlé dans la dernière interview, c'est que ils n'ont pas d'intérêt financier à le faire. Tu vois, sinon ils mettraient, ils se concentreraient autant sur les rappeurs en major qui ont des budgets promo justement pour pouvoir payer sur leur site, comme pour des gens qui sortent des albums un peu dans l'underground comme on disait à l'époque, tu vois. Et c'est pas parce que il y a un budget de 250 000 euros qu'un projet est forcément bon ou meilleur qu'un projet avec un budget de 5 000 ou 5 000 ou 10 000 euros. Donc, je suis reconnaissant et je pense que les éditeurs de rap devraient être reconnaissants aussi pour cette démarche qui est d'une grande justesse quand même. Moi à la base, quand j'ai voulu sortir cet album, c'était même pas pour complètement affranchir de l'industrie, c'était à la base vraiment pour sortir d'une situation sociale délicate. Je voulais passer l'été et à l'arrivée de la rentrée, voir mes producteurs, m'asseoir avec eux et dire on fait comment, ça fait 3 ans que je suis signé, il n'y a pas d'album qui sort, c'est pas possible. J'ai fini l'album en 2 mois et demi, je ne peux pas attendre 3 ans comme ça, enfin 2 ans et 10 mois à attendre comme ça que Gizmo sorte son album, Truc sort son album, tous les rappeurs sortent leur album, alors que moi j'ai un album de qualité qui est dans les machines et qui attend qu'elle soit sortie. Du coup, on n'avait pas réussi à s'entendre sur la question de la date de sortie. Parce que moi on était déjà en été, moi j'ai dit on sort l'été, on s'en fout. J'aurais dans tous les cas des gens qui me soutiennent et bien des gens qui veulent vraiment écouter Despo, qu'on soit l'été, qu'on soit telle date, ils viendront le prendre. Et ceux qui ne seront pas là au mois de juillet, ils seront là au mois d'août. Ceux qui ne seront pas là au mois d'août seront là au mois de septembre. Un album c'est 3 mois d'exploitation minimum et on sera dans les clous quand même, tu vois. Et moi j'avais pas du tout l'ambition de faire un score top album, je ne sais quoi. Moi ce que je voulais c'est de clairement en plus de ça me débarrasser de ce contrat. Ça veut dire que c'est quoi? C'était financièrement, c'est ça qui te plaisait pas, c'était la manière dont eux ils voulaient développer ton produit. Parce que moi, dans ça, ce que je veux savoir, c'est que tout le monde n'a pas la chance de signer. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un contrat sur la table. Mais quand tu as un contrat sur la table, ça c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux vivre concrètement avec un contrat qu'un label te signe? Parce qu'il y a une différence entre signer dans un label et signer dans une major. C'est clair, c'est clair. Donc quand tu signes dans un label, tu peux vivre d'un contrat d'un label? C'est très compliqué, hein. Un contrat juste en termes de sortie de disque, c'est un peu comme si, je sais pas quoi, tu sais que Footlocker existe et tu passes par quelqu'un pour que tu lui donnes une pièce pour qu'il aille te prendre des baskets à Footlocker. Autant signer directement chez la major. Les labels, en plus d'être des intermédiaires, ce sont en plus des gens comme nous, généralement des gens qui viennent comme nous, des Tchexons qui connaissent un peu le son, mais qui prennent la pièce que l'artiste peut prendre directement et qui lui reversent des miettes. C'est clairement ça. Et aujourd'hui, avec ma démarche d'indépendance, j'ai récupéré mon sourire, j'ai récupéré mon état de forme, j'ai récupéré ma créativité, ma productivité et ma musique parle de nouveau aux gens. Et ce que je peux dire, clairement, catégoriquement, c'est que même pour 6 millions d'euros, je ne signe même pas chez Universal. Là, tu te sens mieux en statut d'endé. Mais bien sûr. Indépendant. J'ai pas de compte à rendre aux gens, j'ai pas de clip à faire valider aux gens, un morceau, un mix, je fais comme je veux, quand je veux, au prix que je veux, et je distribue où je veux, je fais la pochette que je veux. Tu vois, et donc pour terminer sur la question de la sortie de Master, du coup on n'arrive pas à s'entendre, et à ce moment-là je suis hospitalisé au moment où je demande au producteur comment on fait. Tu vois, il dit ouais mais attends, il faut qu'on négocie. Je dis mais frère, je vais sortir d'HP, j'ai quitté ma meuf il y a 2 mois,
je suis en hospitalisation psychiatrique, j'avais un logement avant que vous m'hospitalisiez avec ma famille en coalition. J'ai été obligé de laisser, donc c'est cet appartement qui a dû, dont la propriétaire a dû rembourser en fait les avances parce que c'était une sous-location. Ça arrive beaucoup, hein, tu vois, ça c'est un truc. Les rappeurs, voilà, il y a des difficultés qui ne disent pas, mais c'est des trucs qui existent, c'est réel. Exactement. Voilà, on peut pas faire des de rappeurs tabou qui se cachent derrière une vie. Oui, qui se cachent derrière une vie, on le sait tous, et ils le savent aussi, et ils font tout pour le cacher. Maintenant, une fois ce logement perdu, bon, je suis en hospitalisation, ils te mettent des cachets pour que tu puisses patienter. Tu vois, tu es à 2 à l'heure, donc le temps il passe pas vite pour toi. Mais au bout d'un moment, quand il commence à se disperser dans le corps, tu commences à récupérer une certaine lucidité. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, écoute, j'ai quoi dans mon compte en banque? J'ai peut-être 1500 €. Comment je fais quand je sors? Tu tiens pas 1500 € comme ça si t'as pas une manière de fructifier ton argent, parce qu'il était hors de question. Excuse-moi, mais je suis obligé de le préciser. Avec ce peu d'explications, mais il est vraiment fou celui qui pense que le gars est fou. Exactement. Mais il est très lucide là. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Quand je commence à réfléchir comme ça, je me dis, bah, écoute, je vais sortir un album. Après, je pars sur une idée de double album. Et après, je commence à passer des coups de fil par-ci, par-là pour savoir comment est-ce que je peux presser les trucs. Parce que de toute façon, c'était mort le budget une fois de la sortie de l'hospitalisation de 2016. Ouais. Enfin, vers la sortie, quand je commençais à m'approcher de la sortie. Ouais. C'était pas de budget mix. Hein. Ah bien sûr, voilà, voilà, j'ai pas de budget mix, donc je mixe pas, je masterise pas. Donc je me suis dit, je vais sortir ça comme ça. Je commençais à réfléchir, à faire les compositions des morceaux, les trucs, qu'est-ce que je vais mettre avant, après. Après je me suis dit, bon, je vais en rajouter. Je demande des permissions à mon psychiatre, je lui demande des permissions, je te dis pas de conneries, de 6 heures du temps. Donc 1 heure aller, 1 heure retour et 4 heures de séance. Pendant cette période-là, j'en enregistre peut-être 6 ou 7 gros morceaux. Ouais. Et une fois que je les ai, je me dis, j'ai pas fait ça pour rien, faut que je sorte le truc. Bien sûr. Je commence à réfléchir maintenant à la possibilité de presser. Et le truc, c'était quoi? C'est que vu que j'étais sous contrat, je me disais, est-ce que si je fais une demande de pressage, ça peut pas être Keblo par l'assassin, vu qu'il y a un truc éditorial, machin, que je peux pas faire un truc à mon nom. Bien sûr. Et que ça risque d'être Keblo. Donc j'ai essayé de voir les presseurs, les pressages c'était mort. Je me demandais comment j'allais faire et j'ai coup de folie complètement. Donc le seul moyen c'était street. C'était street, mais même street, mais comment? Sur quel support? Tu vois? Sur quel support? Qu'est-ce que je me dis au début? Je me dis je vais commander des boîtiers de CD vides, 300, parce que c'est un double album, donc ça coûtait plus cher en truc. 300 CD ou 600, je me rappelle. Ouais, 600 CD, parce que je voulais en faire 300 exemplaires, donc il fallait 600 CD. Je vais à Montgalet pendant un truc, je prends 300 CD, je commande 300 boîtiers, un poteau à moi il m'aide à commander 300 boîtiers en Espagne ou en Pologne ou je sais pas où, ils arrivent, il y en a 15 ou 16 qui sont cassés, c'est pas très grave. Je commence maintenant à me dire comment, j'avais un petit ordinateur, je dis je vais les graver seul, dans ma chambre. J'ai réussi à obtenir de ça mon psychiatre qui me laisse rentrer ça dedans. Je commence à graver seul, je grave. Et au bout d'un moment, je me rends compte que peut-être j'en ai gravé peut-être 20. C'était long de ouf, tu vois. Même si j'avais été prendre un graveur à 50 balles chez Darty pour que ça aille plus vite, j'ai emprunté l'ordinateur à mon ex pour que le Mac, ça allait quand même trop lentement. Et au bout d'un moment, j'écoutais mes gravures, ça sautait. Je me dis, je peux pas commercialiser ça. Donc au bout d'une semaine, je tergiverse un peu et j'arrive à avoir un plan de duplication. Ça veut dire que quelqu'un qui fait comme un gravage, mais quelque chose de propre avec une vraie pochette, un vrai truc, et son gravage à lui il saute pas. Donc c'est l'équivalent à la première écoute, au bout de peut-être 10 ans, ça dure 10 ans vraiment réellement une gravure, un CD dupliqué, contre peut-être 50 ou 100 ans, entre 50 et 100 ans pour un CD normal. Donc j'arrive à trouver ce plan-là, je me déplace, tac, le mec me donne le tarot, je suis sauvé, tu vois. Et entre temps, bon, je commence à trouver, à approcher de la sortie d'hospitalisation, peut-être à 2-3 jours, je sors. Qu'est-ce que je fais? Il me reste un petit billet, j'ai peut-être claqué quoi avec les scuds commandés, avec les enregistrements, il doit me rester peut-être 1200 balles. Je prends un hôtel, l'hôtel Ibis Budget en face de la gare de Pantin. Et là, je lance le pressage.
Donc 600 balles de poussière. Donc, je suis à peut-être quoi là, 800 balles il me reste en poche. Et quand je les reçois, bah, je publie la photo et je donne rendez-vous aux gens voilà, le lendemain. Donc j'avais eu l'idée déjà à l'époque de distribuer l'album avec des fleurs de lys gratuites. Ça j'avais vu. Voilà, des fleurs de lys gratuites que je suis venu prendre ici. Voilà pourquoi tu m'as donné rendez-vous. Voilà. Ça a commencé ici en fait. J'en avais commandé avant le jour de la fabrication, j'en avais commandé 300. Voilà, 300 fleurs de lys. En fait, il me fallait 300 têtes parce que la fleur de lys, en fait, c'est une tige comme ça qui peut en comporter un minimum de 4, un maximum de 7. Donc je lui dis, il faut 300 fleurons. Donc voilà, ça m'a fait un petit billet quand même que j'ai lâché ici depuis. Bon, je viens souvent ici parce que je fume des fleurs maintenant. Je fume des fleurs. Pas que des fleurs de lys, je fume des hortensias, des roses, des orchidées séchées. Tu vois. Donc après j'ai récupéré ici, j'avais mes cartons, donc je savais pas comment j'allais faire. J'avais un gros truc de CD, une valise de CD comme ça qui roulait certes, mais il y avait 300 fleurs de lys à porter jusque là-bas. Donc voilà, ça a commencé ici, j'ai pris les fleurs ici. Et après j'avais donné rendez-vous aux gens devant l'école là-bas. Il y a une école primaire là-bas qui était une école primaire ou un collège, je crois que c'est je sais pas, un des deux. On était l'été donc c'était fermé. Comme master ça veut dire maître. Bah je dis vas-y, je vais vous donner vos exercices ou vos diplômes, peu importe, devant l'école, tu vois. Et donc voilà, j'avais commencé là-bas, on va y aller de toute façon. Et quand j'arrive ici, tu vois, je suis en train de galérer, hein. Des fois clac, ça tombe, truc, je ramasse des fleurs ici. On est là, j'ai 300 scuds dans ma valise, j'ai je sais pas combien de cartons de fleurs de lys, elle m'en a mis dans des sacs, elle m'a confectionné ça bien, tu vois, c'était en mode cadeau quoi. Un petit fleuron en mode cadeau, j'ai fait ça propre. On va arriver ici, tu vois, à ce tabac là, il y avait, comment t'appelles ça, il y avait le premier acheteur du master, il était là avant moi. Le premier client, il était là. Je veux savoir, tu es toujours en contact avec lui? J'étais en contact avec lui sans savoir en fait, je savais pas parce qu'il m'avait pas dit ouais c'est moi le premier nanani, parce que j'avais fait un groupe privé Facebook, un compte ami, pour que les gens puissent être vraiment au cœur de la construction du projet. En fait à chaque projet j'en crée un autre en fait, groupe privé. Donc je suis arrivé, il était là, il m'a attendu ici, il a dit ouais je viens prendre l'album, je lui ai dit excuse-moi il faut que j'aille jusque là-bas truc. Et je lui ai demandé depuis combien de temps t'es là, il m'a dit je suis là depuis une demi-heure. Je lui ai dit bah vas-y ok je vais truc. Je dis non tranquille et tout, je t'aide à porter les cartons. Après, il m'a aidé à porter les cartons, il était je crois avec un poteau ou deux. Voilà ici là on est jusqu'à l'école. Donc ce quartier là ce qui est quand même drôle, c'est que après les hospitalisations j'ai vraiment commencé à me relever quand je suis venu, quand j'ai fait le film. Quand j'ai fait le film en 2013, j'habitais là à la Porte Rouge. Oh le fou! Ça va? Et toi? Comment tu m'as conduit? Voilà, les aléas du direct, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie. Voilà. C'est pas un clip. Donc j'habitais à la Porte Rouge là-bas, tu vois. C'est là que j'ai rencontré, j'ai connu cette sandwicherie à la Hache là où j'ai vendu en 2016. D'accord. De 2013 à 2016, j'ai fréquenté beaucoup cette sandwicherie. Parce que là, ici, on n'est pas dans ta zone de confort, on est ni dans le 9-3 où tu as grandi. Ouais, la base, non. Et ni dans le 9-4 où est-ce que tu as grandi aussi. Donc là, c'est. Bah, le 9-4, j'ai pas grandi. Le 9-4, j'y étais quand j'étais déjà adulte. Hein. Ok, d'accord. Quand je suis parti chez les darons, je suis allé dans le 9-4 avec eux. D'accord. T'habitais donc là-bas? J'ai habité là-bas pendant peut-être 4 ans, 4-5 ans, livré sur scène. Ouais, mais ça a été aussi une de tes zones de confort. Ouais, c'était une zone de confort. En plus de ça, j'étais à quelques minutes du quartier de mon producteur. Tu vois, je voyais souvent le 113. Voilà. Un studio avec lui aussi. En fait, moi, ce que je veux en venir, c'est que je me dis, ici, tu as réussi à créer quelque chose, alors que c'est pas chez toi. Ah bah non, pas du tout. Voilà, c'est là où je veux en venir. Pas du tout, surtout ce quartier-là, parce que le 19, j'y ai grandi. Ok. Tu vois, quand j'ai quitté les pavillons sous bois, on est venu dans le 19 ici, porte de Bervilliers. Mais ce coin-ci, il n'y a rien à voir, c'est le quartier juif ici. Okay. Donc, tu vois, c'est pas le quartier du rappeur capuché à la base. Ah non, raconte-nous l'histoire justement de voilà, c'est cette sandwicherie-là à la sandwicherie. Et je cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'album, dans mes lives Facebook. C'est symbolique pour toi. C'est vraiment super symbolique parce que ce gars-là, il m'a accueilli comme si j'étais son fils, quoi. Tu vois, quand je mangeais là, et après, même quand j'ai eu des soucis, tout ça, il était toujours tiens, tu payes pas aujourd'hui, sans que je lui dise quoi que ce soit. Il voyait juste mon visage, il était pas bien, tiens, tu payes pas. Et c'est même lui qui m'a proposé
de distribuer l'album ici. Quand j'ai commencé là-bas, on peut y aller, mais d'ailleurs après on revient ici, juste là. Donc là, il y avait ton stand. Il n'y avait même pas de stand, frère. J'avais ma valise ici. J'avais ma valise ici avec un petit jeune qui m'avait rejoint. Et voilà, les gens, je leur avais donné l'adresse exacte de ça. Donc là, si tu arrives ici, tu me vois. Et ben, les gens, ils arrivaient, clac, je prenais les trucs dans ma valise. J'ai charbonné un jour là. J'ai un peu mal au dos quand je suis rentré. C'était à base, il y avait vraiment du monde, tu vois. Et donc après, voilà, le gars en question dont je t'ai parlé, avec qui j'avais fait l'interview en 2015, il est arrivé à la première heure, après il a été manger un coup avec moi, il est resté jusqu'au soir. Le lendemain, il est revenu, là, même jusqu'au soir, il m'a raccompagné à l'hôtel. Le lendemain, il était là, première heure. Tu vois, Donc lui, il a jusqu'au fait, soir. Lui, il a fait les 2 mois et demi d'exploitation avec moi. lui, il a fait ce que le 3/4 des rappeurs qui ont collaboré avec toi proches n'auraient pas fait. Ils sont pas faits. Même des amis proches, ils l'ont pas fait. Des amis proches, je te rends compte, frérot. J'ai quoi quand j'ai sorti ça? J'ai 33 piges. À ce moment-là, 33 piges, 34 piges peut-être. Et combien d'amis tu te fais dans 34 ans? Lui. Donc le rap game, en fait, c'est quoi en fait le rap game? C'est ça. C'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie. Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est comme son nom l'entend, hein, c'est un jeu. Ouais. C'est un jeu, c'est pas la vérité, c'est un jeu. C'est même pas un sport, c'est un jeu. C'est ça, c'est ce que j'allais dire à Lino, justement. Le jeu du rap. C'est un espèce de jeu de société comme ça où tu déplaces du bif, il y a la case prison, hein, tu vois. Parce que, tu vois, moi concrètement, j'ai eu au tout début quand j'ai fait le game, en fait, justement c'était le contraire de ça en fait. Parce que moi je voulais je voulais plus montrer qu'il fallait respecter en fait ces mecs qui prenaient l'argent, peu importe le risque que le mec il prend, pour aller produire peut-être un mec de chez lui. Parce que les mecs sont signés en maison 10 ne respectent pas ces mecs-là, mais aiment rapper la vie de ces gens-là. Ça, c'est le truc qu'ils aiment faire. Tu vois, c'est-à-dire que les gens qui sont signés en maison 10, comme ce sont des gens là, le 3/4 en vérité, même quand tu regardes bien, ils n'ont jamais rien fait, même en vérité. Tu vois, ce ne sont pas des actionnaires, ce sont des bons narrateurs. Ouais, c'est vrai. Moi, le truc qui me chagrinait en fait dans tout ça, c'est que je me suis dit à un moment donné, quand je voyais un mec en indépendant, qui allait toquer à la porte d'un mec qui est signé en major. Il lui demande son feat. Mais j'ai l'impression que le mec qui était signé en major, il faisait comme si son couplet, c'était un art illicite. C'était comme si c'était un braco ou c'était une tonne de pilon. C'est un truc de ouf. Tu viens me demander ça, vas-y, on verra plus tard. Comme si c'était un truc de fou, mais carrément. Mais ce mec-là oublie qu'il rappe la vie du mec en indépendance qui vient de demander en feat. C'est réel. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, quand j'ai vu ça, à un moment donné, je me suis dit, mais oh, on est dans un film ou c'est comment? Parce que le mec qui rappe la rue de lundi à dimanche, qui est en maison de disque, bah la rue qui raconte là, de lundi à dimanche, entre les concerts, Il l'a pas vécu, frère. Non mais, comme ça sérieux, attends, de lundi à dimanche, du 1er au 31 et de janvier à décembre. Moi je veux que quand le mec il me parle de tout ce qu'il veut, d'armes à feu, de gangs, de pilons, de trucs, mais moi je me pose la question, À quel moment le mec il vit ce truc là Il s'est peut-être arrêté au quartier une petite heure, il a fumé des joints avec les gens, il a entendu l'argot qui se pratiquait chez les neigeuses, qu'est-ce qui est à la mode, une histoire de braco, 2 histoires de bagarre, de trucs, il s'est un peu imprégné de ça, c'est des éponges les rappeurs, ils s'imprègnent du sang du quartier, c'est ça qui est grave. Du sang du Tchèque. Il respecte pas le quartier en fait. Bah pas du tout. Quelqu'un qui respecte le quartier, il dit pas dans ses morceaux j'ai de l'argent, toi t'es un chien. Ouais. Bah non. Ouais, c'est vrai. Attends, Parce que tu viens de cet endroit-là en fait. Bah, attends, mais c'est surtout que 99,9% des parents des gens dans ces quartiers-là touchent ce salaire sur lequel tu es en train de cracher. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est dans quoi? C'est complètement satanique pour moi. Pour moi, c'est même pas genre des bâtards, c'est satanique de faire ça. Tu sors d'un endroit, tu as grandi avec les gens, vous avez vécu la merde. Et tu as vu les darons avoir des problèmes de loyer, des problèmes de trucs, des décès. Ils n'avaient pas la possibilité de payer les rapatriements. Mais et tu viens, tu dis, moi je touche un ami, toi t'es un chien, moi j'envoie des diamants à ma go, t'envoies des technos. Tu vois, je veux bien qu'on soit bon vanneur, mais il y a des petits frères qui écoutent, qui n'auront jamais cette vie-là.
je mangeais là dans un restaurant ici, je sors du restaurant, je reçois un truc comme ça, un liquide comme ça, il se met devant, et là je suis complètement aveuglé comme ça, et la bleuta elle me fait trébucher. Et c'est là, il arrive, il en profite pour mettre des coups, il a peut-être dû mettre 7-8 coups de poing, mais dans la garde. Bam, 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 il met des coups de poing, il en rentre aucun. Il met 7 coups de poing comme ça, il se relève, il dit parle encore de moi sur les réseaux. Il parle encore. Et tu vois, je me relève, donc le temps de récupérer ma vue. Vite fait, hein, quand je le vois courir au loin comme ça, parce que j'ai reconnu la voix. Je dis Kennedy! Je crie comme ça, Kennedy!